Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe. Au sommaire, aujourd'hui, Jean-François Clémence de Bercé, naturellement, nous parlera des liens qui unissent l'homme à la forêt. Nous retrouverons Karine Boras pour nous parler de la résilience aujourd'hui, en compagnie d'Agnès Milot comme chaque mois. Et puis nous irons dans le Perche sartois pour notre balade de la semaine. Clémence Bruyon vous présentera les circuits groupes organisés sur le territoire. J'espère que vous êtes bien installés. On démarre donc cette émission en forêt de Bercé. Bonjour Jean-François Clémence. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer une nouvelle fois la forêt avec vous sur RCF Sarthe. Et on va évoquer la forêt peut-être par le prisme de l'homme aujourd'hui avec la parution d'un ouvrage appelé Bercé, forêt des hommes. Oui, on va recentrer les choses effectivement sur Bercé et pourquoi ne pas le faire? C'est quand même la plus belle forêt d'Europe, peut-être même du monde, dirait les chauvins de Sartois. Et puis des hommes, parce qu'effectivement la forêt est inséparable du chemin que les hommes ont fait et continuent à faire avec elle. C'est ce que Alain Suzinski a essayé de montrer à travers les photos qu'il a faites pendant 3 ans, puisqu'il y a eu 3 ans de travail pour faire ce bouquin. Mais justement, ce livre, vous l'avez cité, Alain Suzinski, c'est un peu le regard de ce photographe sur la forêt de Bercé, regard aussi croisé de votre part en tant que forestier, puisque vous avez mis en mots, si on peut dire ça comme ça, les photos d'Alain Suzinski. Oui, donc on a c'est une rencontre forestière comme beaucoup d'autres, parce que la forêt est souvent un lieu de rencontre de gens de passionnés. Donc j'ai rencontré Alain dans le cadre forestier. Et du coup, on a commencé à croiser des images, ces images à lui, puisque c'est lui qui les construit, qui les cherche, qui les trouve, et puis les mots que j'ai pour dire la forêt que je connais aussi. Et donc, on a réuni les deux pour montrer un petit peu la diversité d'aspects, la diversité des façons d'entrer dans cette forêt à travers ses photos et à travers les textes. Pendant 3 années, il a parcouru la forêt, matin, le soir, même la nuit d'ailleurs, parce qu'il fait des photos la nuit avec une lampe de poche. C'est assez marrant comme façon de faire, de façon à pouvoir choisir au bout d'un moment. Je ne sais pas combien de photos il a fait, c'est assez démentiel, de façon à choisir et montrer en particulier les hommes qui font cette forêt. Puisque la forêt, elle est là, on la voit, il y a un certain paysage, c'est parfois un décor, c'est un lieu d'activité, c'est un support d'activité sportive, mais c'est avant tout une forêt. Et ce qu'Alain a très bien montré à travers ces images, c'est le lien étroit qu'il y a entre la forêt et les hommes qui la font, et les hommes qui y travaillent, et les hommes qui s'y amusent. C'est ce qu'il a cherché à faire et ce qu'il a très très bien fait par une photo de qualité dans son bouquin. Et du coup, oui, ça donne en fait une sensation de dialogue entre ces photos et vos mots. Oui, tout ça, c'est du dialogue. En fait, c'est du dialogue entre mes mots et ces photos, entre ces photos et la forêt, et entre la forêt et moi. Donc, on est en fait, c'est pas un livre à 2, c'est un livre à 3. Parce que le personnage central, et là, je dis bien le mot, c'est un personnage, c'est la forêt, comme la forêt est un personnage, si on réfléchit bien, à un personnage des contes qu'on nous raconte. La forêt est toujours un personnage et pas seulement un décor, pas seulement un paysage, c'est un personnage. Donc, livre à 3, avec ce qu'elle a bien voulu nous donner, avec la patience d'Alain, les arriérés que j'ai avec elle, parce que le dialogue que je mène avec elle est ancien, ça fait plus de 40 ans quand même, que je cause avec elle et que mystérieusement elle me répond quelquefois. Mais tout ça, ça paraît fort bien dans le livre qu'il a fabriqué. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, la forêt, quand elle vous répond ? Eh bien, je pense que la plupart du temps, elle me dit qu'il faut le regarder avant tout comme une forêt. Donc un écosystème très complexe qui fonctionne, dans lequel on a toujours un impact quand on y entre, quelle que soit la façon, même si on prend des précautions, si on est seul tranquillement, on a toujours un impact. Quelque chose se passe quand on y entre. Quelque chose se passe en nous quand on y entre, puisque si on réussit à se mettre en connexion avec elle, eh bien, elle nous envoie tout un tas de choses. Et moi, c'est comme un langage, en fait, un langage sensible, que l'on décode quand on prend le temps de le décoder et quand on se met en état de forêt, j'allais dire, quand sans forêt, le titre a été employé récemment. Et puis, c'est ce que j'appelle entrer en forêt et non pas entrer dans une forêt. Je pense qu'on
on entre dans une forêt comme on entre dans sa cuisine. On entre en forêt presque comme on entre en religion, pratiquement. Et donc ce livre, Bercé, forêt des hommes, c'est aussi forcément l'occasion d'aller à la rencontre, de rencontrer les usagers de la forêt. Oui, c'est ce que, au fil de ces promenades, de ces sorties en forêt, il a rencontré un certain nombre de gens qui y sont régulièrement. Ce qu'on appelle régulièrement des usagers. L'usager, c'est celui qui va se promener, c'est celui qui travaille à faire son bois de chauffage, c'est le chasseur qui passe, c'est le vététiste, c'est le promeneur, c'est celui qui médite, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont tranquillement prendre le temps de se retrouver, de trouver de méditer dans les grandes futaies. La futaie est assez sensible à ces moments-là. Puis de gens qui cherchent la mémoire, puisque il y a aussi dans son livre la mémoire des temps passés, puisque la forêt c'était bien un conservatoire de mémoire aussi. Donc, tous ces aspects-là différents, et la transversalité de son regard fait qu'on les retrouve tous mélangés les uns avec les autres dans un bouquin qui a été mûrement réfléchi. Il a aussi demandé à Yann Lebris, qui est un dessinateur animalier extraordinaire, de faire quelques portraits d'animaux et puis quelques textes que j'ai commis et de l'aide. On a été aussi chercher de l'aide de quelques naturalistes pour compléter tout ça et pour que la vision soit un peu plus complète et un peu plus transversale. Vision complète et qui du coup ne sépare pas la forêt des hommes qui la fréquentent. Ouais, non, on peut pas. C'est impossible puisque on l'a façonné. Ça fait des siècles qu'on la façonne et on essaye encore, j'allais dire, de la mettre en scène. Mais il faut dépasser ce stade-là. La mettre en scène, c'est comme si c'était un décor de théâtre. Or, ça n'est pas du tout un décor de théâtre. C'est quelque chose de vivant dans lequel nous on vit aussi et dans lequel vivent tout ce qui vit en forêt. Dieu sait s'il y a de la vie dans cette forêt et la pièce on n'a pas à l'écrire non plus puisque la pièce s'écrit toute seule. Rien que par la vie de tous ces gens et de tous ces animaux qui sont en forêt et de toutes ces plantes. Donc ça aussi, c'est ce qu'il a voulu montrer et qu'il a très très bien montré par des photos d'une superbe qualité. Ouais, pour terminer, Jean-François, où est-ce que l'on peut se procurer ce livre, Bercé, forêt des hommes? Il va être en vente dans les grandes librairies. Je pense que l'occasion est bonne d'aller jeter un coup d'œil au livre et d'aller retrouver le livre directement en forêt de Bercé, puisque vous verrez, il y a des endroits qu'on reconnaît facilement, et d'affûter son regard comme Alain l'a fait, puisqu'on souvent on le fait pas beaucoup. On passe, on survole les choses. C'est le moment d'aller un petit peu plus à fond dans ce qu'est vraiment la forêt de Bercé. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Clémence, de nous avoir présenté aujourd'hui ce bel ouvrage, Bercé, forêt des hommes, écrit à 4 mains, voire à 6 mains, avec les vôtres, celle d'Alain Suzinski et celle de la forêt, bien sûr. Et on se retrouve bientôt sur RCF Sarthe. Eh bien, merci à vous. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes bien à l'écoute de Faites une pause. On retrouve maintenant, comme chaque mois, Karine Boras au micro d'Agnès Milo. Bonjour Karine Boras. Bonjour. Alors on entend pas mal en ce moment aux informations, que ce soit en Sarthe ou ailleurs, notamment dans le nord de la France, la question des inondations. Alors ces catastrophes naturelles, je dirais même ces dérèglements climatiques de plus en plus fréquents, de plus en plus forts qui nous affectent, ça a un impact direct sur nos territoires. Et pour arriver à y faire face, à se reconstruire, il faut être résilient. Alors c'est un mot qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des territoires qui font de la résilience, Karine? En fait, la résilience, c'est un concept qui a été inventé par Boris Cyrulnik, qui était quelqu'un d'exceptionnel. En fait, la résilience, c'est tout simplement comment est-ce qu'on résiste. Comment est-ce que, au-delà de la résistance, on s'adapte. La résistance, c'est un côté passif, c'est je bloque, alors que l'adaptation, c'est être proactif, c'est-à-dire qu'on est dans une autre démarche. On dépasse la difficulté, en fait. On dépasse les difficultés en étant dans une démarche positive. La résilience du territoire, c'est exactement l'inverse de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a eu un courant qui voulait que tout soit égal. Premier, c'était les hôtels Accor. J'ai une chambre identique, quel que soit l'endroit où je suis dans le monde. Une sorte d'uniformisation. Une uniformisation, une standardisation générale. Tout le monde devait faire la même chose, penser de la même manière, etc. Dans l'économie, bien évidemment, je parle. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que la différence est une richesse. Donc déjà, on a changé de concept. On est passé de la standardisation à la différence est intéressant.
Ensuite, on se rend compte que on a les enjeux sociétaux. Je rappelle comment est-ce qu'on fait de la place à 10 milliards d'êtres humains, comment est-ce qu'on les nourrit, les loge, etc. Comment est-ce qu'on fait face aux conséquences de nos pollutions. Donc les innovations sont un exemple flagrant. Comment est-ce qu'on fait pour que notre territoire résiste, s'adapte et anticipe ? C'est-à-dire que chaque territoire, c'est si mon territoire est fort, moi je suis fort. Si mon territoire est faible, moi je suis faible. Qu'on soit citoyen ou entreprise, on est tous partie prenante de ce territoire. C'est-à-dire comment est-ce que moi, en tant que citoyen, entreprise, je participe avec les hommes politiques de mon territoire à faire en sorte que mon territoire, il s'adapte, il soit fort et qu'il continue à me permettre de vivre correctement dessus. C'est une hyper-personnalisation, c'est-à-dire qu'au niveau global, on a les enjeux qui sont les mêmes pour tout le monde et au niveau du territoire, de l'endroit où je me trouve, on a des forces, on a des faiblesses. Comment est-ce qu'on continue à accentuer les forces et comment est-ce qu'on fait pour compenser les faiblesses ? C'est ça la résilience du territoire. Il y a de plus en plus d'acteurs qui sont ou issus d'entreprises ou qui sont des citoyens tout court, qui participent, aux côtés des hommes politiques, à créer des choses qui sont profitables à tout le monde sur le territoire. Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets à nous donner, Karine, que vous auriez pu croiser ou avoir comme ça à citer parmi vos expertises ou les gens que vous avez pu rencontrer ? Il y a Noremat, par exemple, dont je vous ai déjà parlé. Ils fabriquent des tracteurs pour faucher le long des routes. On pourrait se dire, ils se limitent à leurs machines. Ils n'entretiennent pas les bords des routes, ils fabriquent les machines. Et ils s'intéressent à la résilience des territoires en disant, si vous utilisez les machines de telle manière, vous allez pouvoir participer à la résilience énergétique de votre territoire. Comment est-ce qu'on va faire pour créer de l'énergie sur le territoire, pour limiter nos dépendances aux énergies fossiles ? Ils vont également dire qu'en fait, ils ont des machines qui permettent de broyer ou de transformer en plaquettes les bois qui sont coupés le long des routes et qui peuvent permettre déjà de chauffer. Ensuite, ils ont créé une machine qui permet de couper et de ramasser l'herbe sur les accotements. Avec cette herbe, on peut la méthaniser. Donc, on crée de l'énergie. Ils ont calculé que si on récoltait l'herbe de tous les accotements routiers en France, on pourrait chauffer une ville comme La Rochelle. Donc, c'est pas rien. Cette participation d'entreprise, ce qu'ils veulent, c'est que les territoires où leurs machines sont utilisées soient heureux. Enfin, pas que leurs machines d'ailleurs. Ils veulent emmener toute la profession là-dedans. Ils s'occupent aussi de la biodiversité. Ils vont faire des recherches scientifiques très poussées sur la biodiversité sur les accotements. Comment est-ce qu'on fait pour la protéger ? C'est pas leur métier de faire ça. Ils s'occupent vraiment d'accompagner les territoires pour protéger leur propre biodiversité. Parce qu'en fait, notamment sur les accotements, il y a énormément d'abeilles sauvages qui nichent dans le sol. Et ces abeilles, elles pollinisent les champs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont un problème parce qu'en fait, le tour du champ est pollinisé, mais pas le centre parce qu'il n'y a plus assez de pollinisateurs, ni d'oiseaux, ni d'insectes. Protéger la biodiversité sur les accotements, c'est très important. Donc là, avec vraiment une adaptation aux enjeux locaux, en fait. Une adaptation totale aux problèmes locaux. Et à l'université, j'organise en conférence pour les étudiants, mais aussi ouverte au public au mois de février, une conférence sur comment être acteur sur son territoire. C'est très important que chaque citoyen se réveille et dise non, non, non. Les hommes politiques, ils peuvent pas tout faire. C'est ensemble qu'on réussira. Merci beaucoup, Karine Borras. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Merci beaucoup Agnès Milo pour la réalisation de cette interview. Avant de se quitter, on vous donne aujourd'hui quelques idées de sorties à faire dans le nord de la Sarthe. Nous sommes de retour dans le Perche sartois aujourd'hui avec Clémence Bruon, chargée de mission et guide conférencière au Pays d'art et d'histoire du pays du Perche sartois. Bonjour Clémence. Bonjour Benoît. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des circuits groupes proposés sur le territoire du Perche sartois. Du coup, qu'est-ce que c'est les circuits groupes ? Alors, les circuits groupes, ce sont des journées qui sont proposées par le Pays du Perche sartois. Donc ce sont des journées sur le territoire percheron que l'on peut faire entre amis, entre collègues ou en comité d'entreprise ou en tant qu'association. Et ces journées, elles sont organisées avec 3 activités à chaque fois. Donc une activité plutôt patrimoine, une activité terroir et une activité insolite donc sur le territoire. Alors bien sûr, c'est aussi à la carte. On peut concocter une journée ensemble sur mesure. En général, on commence à partir d'une 20aine de personnes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un groupe d'amis, de collègues, ça peut être un comité d'entreprise ou une association, par exemple.
Et donc, pour organiser ce type de journée, pour nous contacter, donc c'est au 02 43 60 01 30 ou à réservation au singulier-perchesartois@orange.fr. Nos journées sont déclinées, donc comme je l'ai dit, selon 3 thèmes, entre patrimoine, terroir et insolite. Et parmi nos activités patrimoine, nous avons par exemple de nombreuses visites guidées de châteaux, avec la découverte donc, du château de Courtanvaux à Bessé-sur-Bray, la découverte du château de Montmirail et de ses jardins, ou encore le château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou. Et on a aussi, on propose forcément, comme on est pays d'art et d'histoire, des visites guidées sur mesure sur tout le territoire, donc que ce soit ville ou village, église. On peut concocter une visite rien que pour vous. Vous l'avez dit, donc il y a aussi 2 autres axes sur ces circuits-là, partie terroir et insolite. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors effectivement, ça c'était pour la partie patrimoine. Pour la partie terroir, on a des visites guidées de nombreuses cidreries qui se trouvent sur le territoire, avec notamment la cidrerie distillerie Pelletier qui se trouve à la Chapelle-Huon, donc au sud du territoire de la Sarthe. Nous avons également une visite découverte de la cidrerie traditionnelle du Perche qui, elle, se trouve dans le nord, donc à Val-au-Perche, ou encore la cidrerie et rucher sartois qui, elle, est juste à côté de la Ferté-Bernard. Et puis on a des visites de ferme avec la visite de la chèvrerie des Huppes qui se trouve également à côté de la Ferté-Bernard, donc qui est une chèvrerie totalement bio et à l'herbe. En fait, ils font leur aliment eux-mêmes et on peut aller visiter la chèvrerie, la salle de traite et même suivre le parcours de confection de fromage parce qu'ils font du fromage. Et on a d'autres fermes comme celle-ci. Et surtout, les activités terroirs, on a une dégustation des produits à l'issue de la visite. Donc ça, c'est assez intéressant. Et enfin, pour les activités insolites, on a la visite découverte du musée au train de Semur-en-Vallon ou de la Transvape à Bélier. Donc là, c'est autour du train et du réseau de chemin de fer qu'il y a eu sur le territoire historiquement. On a également une balade en bateau électrique sur les canaux de l'Huine ou encore un déjeuner cabaret au pain La Garenne. Donc ça, c'est une nouveauté 2024. On a effectivement un cabaret cette année. Et donc pour en profiter, vous l'avez dit, il y a des réservations qui sont en place. Elles sont déjà lancées, déjà bien entamées, donc il ne faut pas hésiter à vous contacter. Oui, exactement. Elles sont bien lancées. Là, c'est le moment. Donc, faut nous contacter au 02 43 60 01 30 ou par mail à réservation au singulier-perchesartois@orange.fr. Et aussi une petite dernière nouveauté de l'année, c'est l'ouverture de la manufacture de la Maison de Prunier, donc l'ancienne manufacture, l'ancienne usine, qui ouvre ses portes au public, au groupe. Et on peut donc découvrir l'ancienne usine, qui est du XXe siècle en fait, qui est encore en état. Et un ancien ouvrier peut nous faire donc la visite et témoigner de son expérience dans l'entreprise, avec à la clé la dégustation des produits de la maison. Donc ça, c'est une toute nouveauté. Une nouveauté, en plus le printemps des rillettes approche, donc c'est bien d'en parler également. Merci beaucoup Clémence Bruon de nous avoir parlé des circuits groupes du Perche sartois aujourd'hui. On se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Merci à vous et à très bientôt. Faites une pause, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir suivis et de nous être fidèles chaque semaine sur RCF Sarthe et je vous souhaite une excellente journée.